Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs avec Serge Bouchard qui vient de publier un livre qui vient tout juste de sortir qui s'intitule Un café avec Marie. C'est publié aux éditions Boréal, c'est dans la collection Papier collé. Alors, je m'appelle Patricia Powers, je suis chroniqueuse littéraire à Radio-Canada Mauricie et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de partager sans faire de jeu de mots insipides, mais de partager un café, avec un vrai café, avec Serge Bouchard. Alors, Serge Bouchard, bonjour. Bonjour, merci de vous intéresser à moi. Ben, merci de vous intéresser à nous et d'être là aujourd'hui. Alors, j'en profite, Serge Bouchard, pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont devant nous, qu'on ne voit pas, mais on est peut-être avec eux dans leur salon, dans leur cuisine, à quelque part dans la maison. On est habitué avec ça puisqu'on fait de la radio, donc on ne sait jamais véritablement où les gens nous écoutent. Ah, c'est un peu le même principe. Serge Bouchard, je l'ai fait tout à l'heure avant que nous commencions officiellement cet entretien, je voulais vous offrir mes sincères condoléances pour le deuil, pour la mort de votre femme, suite à la mort de votre femme Marie. Alors, je tenais à le faire parce que c'est pas des moments faciles. Elle est décédée en juillet dernier. Vous êtes encore très imprégné de tout ça. Alors, recevez mes plus sincères condoléances. Merci beaucoup. Effectivement, j'en suis pas sorti. Ça va prendre encore du temps. C'est une absence qui est au moment où on se parle. D'ailleurs, ce matin, je me suis levé avec ça. C'est une absence qui est très cruelle et qui continue. Elle me manque énormément. C'était véritablement, outre votre épouse, outre votre conjointe, c'était aussi une collaboratrice avec laquelle vous avez travaillé beaucoup. D'ailleurs, ce premier texte, les textes qu'on retrouve à l'intérieur d'un café avec Marie, les 70 et quelques courts textes de petits essais, c'est des textes avec lesquels vous avez travaillé, fignolé avec elle, avec Marie, des textes qui étaient pour la radio, mais donc, il y a comme ce travail-là, c'est comme si elle était là aussi à l'intérieur du livre. Tout à fait. Marie et moi, on était devenus... il y avait eu fusion, en fait, probablement fusion dans le travail. Et puis, quand j'écrivais, puis qu'elle était toujours vivante, elle revisait toujours des textes, elle y participait, elle avait des choses à dire, elle voulait que je corrige, que je me corrige, que je fasse ci, que je fasse ça, que j'enlève tel paragraphe. Et le café avec Marie, c'est assez curieux, c'est tout un paradoxe. Le premier texte dans le livre qui s'appelle Un café avec Marie, Marie l'a entendu à la radio. Elle l'a même revisé, ce texte. Donc, elle connaissait plusieurs des textes qui sont dans le livre. Le seul qu'elle ne connaîtra jamais, qu'elle n'aura jamais vu, c'est le dernier texte du livre qui s'appelle Un sniper dans la nuit. Voilà. Celui-là a été écrit suite à sa mort. Un sniper dans la nuit a été écrit suite à sa mort. Oui. Immédiatement. Une semaine, dans la semaine qui a suivi sa mort, j'étais perdu. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin. Et puis c'est assez compliqué. Une vie, c'est toujours compliqué, une vie d'un être humain. Ça faisait 23 ans que j'étais avec Marie. Au tout début de notre relation, on vivait ensemble sur la rue Chéry à Montréal. Et j'avais raconté à Marie la vie et la mort de ma première femme, Ginette, qui est morte en 1995, à la suite de 5 combats contre 5 cancers sur une période de 12 ans. Un grand malheur. On avait vécu un grand malheur. On a espéré, désespéré. Et finalement, elle est décédée à l'âge de 46 ans. Et j'ai tout raconté ça. Puis Marie me dit, ben mon Dieu, tu devrais l'écrire pour la postérité, pour la mémoire, tu devrais l'écrire. Alors j'ai écrit un texte
qui s'appelle La mort est un chat, qui est publié dans C'était autant des mammouths laineux. Jamais j'aurais pensé que 23 ans plus tard, j'aurais à refaire le même exercice. Je sais que Marie aurait voulu que je fasse le même exercice pour elle. Et je l'ai fait. Mais vous êtes en train de me dire, ben là, c'est sûr que le premier texte, suite à la mort de votre première femme, ça avait été finalement une suggestion, une idée de Marie. Ouais. Là, vous arrivez, vous avez écrit ce texte-là sur Marie, sur la mort de Marie, sur sa disparition, et j'ai comme l'impression que l'écriture vous crée, en tout cas du moins, je ne sais pas si je peux dire bien-être, mais je dirais créer quelque chose qui vous permet de peut-être de rentrer davantage là-dedans, d'en jeter une partie de peine, ou est-ce que je me trompe là? Mon écriture est, depuis très longtemps, je pense, c'est la seule chose que je sais faire pour me consoler, pour me rafistoler, pour penser mes plaies, pour trouver le courage de continuer, trouver le courage de... le livre, tout le livre en son entier est pour moi un cri du cœur, une grande fierté. Le livre du succès, il est bien parti. Et tout ça, pour moi, c'est Marie. C'est Marie. C'est l'hommage de Marie. C'est la mémoire de Marie. Et c'est aussi un cri de souffrance. Mais c'est pas la première fois. Dans mes écrits, j'ai beaucoup de textes qui sont des consolations et donc c'est un remède. Et je ne sais pas faire autre chose pour me consoler. L'écriture, donc, savez-vous à quoi? Oui, allez-y. Non, mais je pourrais vous dire que je vais me mettre à boire du scotch puis je vais être sous jusqu'à la fin de mes jours. C'est une voie que j'ai envisagée, mais j'ai préféré l'écriture. Écrire. Bon. Justement, dans cette écriture, on va parler un peu des différents thèmes que vous abordez. Vous venez de parler de la mémoire. La mémoire, ça fait véritablement partie de toute votre œuvre. Hein? La mémoire collective, la mémoire tout court. Bon, bref. Alors, cette mémoire-là, quand vous l'écrivez, là, vous parlez de la mémoire collective et vous dites que finalement, on a une mémoire collective qui est usée. On a une mémoire, vous dites ça dans votre livre, que c'est usé. Ben, c'est-à-dire, on est trop occupé actuellement à construire une mémoire individuelle à travers des activités diverses sur les diverses plateformes d'Internet. Donc, ce que nous sommes, je n'ai pas dit je, mais ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nous avons traversé, ce que nous avons fait, c'est complètement oblitéré actuellement. C'est comme si le monde avait commencé en 1900, dans l'an 2000. C'est comme si le monde avait commencé en l'an 2000. Et que ce qui était avant l'an 2000, d'ailleurs, on le dit avec beaucoup de drame dans la voix, on parle du « Ah, ça fait beaucoup 20e siècle ». Moi, je suis un homme du 20e siècle, actif de 1950 à l'an 2000, donc j'ai un demi-centenaire que j'ai vécu dans l'an 2000, avant l'an 2000. Et se promener dans le public et parler à la radio et rappeler aux gens de l'an 2000 que le monde n'a pas commencé en l'an 2000, c'est difficile, c'est une tâche difficile. Leur expliquer la richesse inouïe et la tristesse inouïe de l'histoire humaine. C'est tout. Et je pense qu'actuellement, on est sur le plan de la mémoire collective, on est vraiment en décadence, puis qui est rattaché
attaché aussi à une sorte de décadence culturelle qui est en cours et qui m'apparaît, moi, très évidente. Les gens savent de moins en moins. On aurait l'impression du contraire, mais les gens savent de moins en moins. Et puis, je suis très inquiet pour la mémoire collective. Oui, c'est évident. Puis, en fait, vous y revenez, vous partagez, en fait, les réflexions du passé au présent. On retourne aussi beaucoup dans votre enfance. On retourne aussi sur qui sont les vrais héros. Il y a quelque chose sur un joueur de hockey que moi, j'ai pas connu. J'ai pas connu. Attendez, rappelez-moi son nom. Comment il s'appelle? Claude Provost. Claude Provost. Et vous dites, oui, vous dites Claude Provost, or on aurait dû s'en souvenir. C'est un champion oublié. Alors encore là, la mémoire qui fout le camp. On a oublié ces gens-là. Comment vous expliquez ça? Parce que j'ai adoré ce texte-là aussi. Claude, c'est une métaphore. Hein? Claude Provost représente tous les oubliés de ce monde. Ça a été un grand joueur de hockey pour le Canadien de Montréal. Il portait le numéro 14. Moi, je l'ai bien suivi, évidemment. J'ai vu toute sa carrière quand j'étais jeune. J'étais un petit garçon. Claude Provost était derrière les Jean Béliveau, Maurice Richard, Bernard Geoffrion de ce monde et des grandes vedettes. Et c'était ce qu'on pourrait appeler, aujourd'hui, les gens les appellent les plombiers. Les travailleurs du hockey, les plombiers. Et Claude Provost représentait tout ça, mais il a joué énormément de matchs. Il a compté des buts. Il a fait 1000 choses. Il y a 9 Coupes Stanley, je crois. Et puis, personne jamais ne songerait à le faire passer au temple de la renommée. Moi, je trouve que c'est une belle définition de notre vie. Les héros ne sont pas ceux qu'on pense et les héros, en général, sont oubliés. Claude Provost représente tout ça. Et c'est vrai que, en tout cas, si vous n'allez jamais trouver sur Internet une photo de Claude Provost, sa gueule est inoubliable. Ah oui, je le sais. Je suis allé voir. Écoutez, vous m'avez mis la puce à l'oreille. Mais j'ai aimé, vous le disiez tout à l'heure, que c'était une métaphore, finalement, de toutes ces personnes-là oubliées. Vous parlez aussi de... parce qu'en tout cas, on va revenir sur la question il y a une question qui a surgi la semaine passée sur qu'est-ce qu'on devrait faire lire aux jeunes dans les écoles. Alors, la liste, je vais y revenir. Mais la question d'être oublié, la question de pas... on en a plein comme ça. Moi, je pense à la chanson québécoise. Hein? Je pense à des gens comme Stéphane Venn. Pendant des années, on a complètement oublié. Tout d'un coup, il est revenu parce qu'il y avait Star Academy, puis on chantait des chansons de Stéphane Venn. Bon, est-ce qu'on n'a pas justement de la difficulté au Québec, particulièrement, je m'attarde au Québec, avec un certain devoir de mémoire? Oui, je dirais que oui. C'est une crise qui est liée à l'ensemble, je dirais, de la crise culturelle. Nos jeunes sont aussi bons, sont fabuleux, ils ont du goût, ils ont de la mémoire, mais ils cheminent, je parle des gens de 20 ans, ils cheminent dans des univers culturels. C'est pas... ma fille, elle n'écoute pas Robert Charlebois, là, elle écoute des musiques dont je peux même pas parler. Mais sa culture musicale est forte, mais est ailleurs, complètement ailleurs. Puis les vieilles références de l'ancien Québec ou du Québec qui a travaillé si fort pour exister. Puis même plus loin, j'ai un texte dans Café avec Marie, je pense que j'ai un texte qui dit 99,9% des jeunes, si vous leur demandez c'est qui Honoré Beaugrand, ils vont vous dire c'est une station de métro. Ça s'arrête là. On n'a jamais mis de plaque à la station Beaugrand pour expliquer qui était Honoré Beaugrand, qu'est-ce qu'il avait fait.
parce que c'est un très grand homme, Honoré Beaugrand. Une très grande Ben, il a aventure composé, humaine. là. Ben oui. Et Puis, puis, aujourd'hui, personne ne sait. Je dirais la même chose qui est Henri Bourassa, c'est une station de métro. Puis, là, puis ça va ouais. comme ça pour le reste. Là. Ça va comme ça pour le reste. Ce qui fait que je suis très inquiet parce que personne ne connaît l'histoire des régions, personne ne connaît l'histoire de l'Abitibi, personne ne connaît l'histoire de la Gaspésie, la nature de la Gaspésie, la nature de la Mauricie. Mm. C'est une grande déboulade actuellement. On déboule. Ouais. Et les gens, ils savent beaucoup de choses, mais pas celles-là, mais pas les bonnes. Pour moi, c'est Ouais. De quand rattacher. tu vis, Ouais. ben, quand tu vis à Québec, De tu vis à rattacher le Trois-Rivières, passé. Ouais. faut que tu saches t'es où, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pourquoi ça, c'est pourquoi. Enfin, bref. La mémoire est en crise et ça va nous coûter très cher dans 25 ans, selon moi. OK. Parce que c'est une nouvelle façon Ouais. d'exister. Ça porte beaucoup sur l'identité. La mémoire Ouais. porte sur l'identité. Qui avons-nous été, qui sommes-nous et que serons-nous? Puis là, on peut voir que ce qu'on va être, c'est-à-dire une culture internationale, un langage international, et puis une amnésie totale sur pourquoi je m'appelle Tremblay, pourquoi je m'appelle Robitaille, pourquoi je m'appelle assez de tel nom. Quelqu'un va dire, un jour va dire, mais je ne sais pas pourquoi. C'est tout. La mémoire est brisée. Alors, comme vous dites, la mémoire est brisée, elle est usée aussi dans le sens qu'on ne l'a pas vraiment enrichie, dans le sens qu'on l'a... Non, c'est pas... Oui, c'est ça. On n'y a pas donné d'espace comme tel. Mais qu'est-ce que vous suggéreriez? Est-ce que vous trouvez que sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, est-ce qu'on ne devrait pas justement revenir ou aller de façon obligatoire vers des champs de culture, des champs d'histoire qui permettraient à la mémoire de s'installer? Ben, une chose est sûre, c'est que toute société, quelle qu'elle soit, le Québec n'y échappe pas. Le Québec, c'est une petite société intéressante, très intéressante. 8 millions de personnes, c'est un laboratoire. Et c'est une société bienveillante, c'est une société qui a créé son assurance santé, qui a créé 1000 choses. C'est une société intéressante. Maintenant, il faut toujours arrêter un jour, s'asseoir et dire on en est où? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser certaines choses? Alors, une chose est sûre, avec la crise culturelle provoquée par Internet et ses plateformes, une chose est sûre, c'est qu'on devrait immédiatement mettre sur pied des états généraux pour l'éducation. Revoir de fond en comble les objectifs de l'éducation. Oublier le ministère de l'Éducation, oublier les programmes, oublier on part à zéro, on regarde quel être humain voulons-nous former lorsque tous ces enfants auront atteint l'âge de 25 ans. À 25 ans, on va les évaluer et on va se dire qu'est-ce qu'on voulait former, quel être humain on voulait former et quelle est la matière qu'on pense qu'il devrait, des choses qu'il devrait connaître à 25 ans. Alors, c'est tout le système d'éducation qui est à revoir et les contenus et les programmes et les façons d'enseigner, c'est un chantier considérable. Mais ce serait normal parce que toute société a besoin de ces chantiers à base régulière. On a eu le rapport Parent en 1960, dans les années 60, qui a provoqué des changements considérables. Maintenant, on est dû pour ça. Et en même temps, on aborderait toutes les questions relatives à notre dépendance collective à Internet, notre dépendance collective à la société de consommation.
C'est une bêtise. C'est tellement bête comment on se comporte dans la société de consommation. Mais on y est bien, puis on se trouve bien. Maintenant, j'espère qu'au sortir de la pandémie, on aura appris quelques leçons. Je sais pas concernant notre autonomie pour refaire la société. Et il y a des choses... Là, il y a des choses qui vont changer à jamais. Et où l'on voit que c'est possible de changer. Rapidement. Vous disiez tout à l'heure, ouais, c'est ça, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure en début d'entretien, quand on a commencé à parler de la mémoire, vous disiez, on est beaucoup dans le culte du jeu, hein, de l'individualisme. C'est sûr que Internet, toutes les plateformes de médias sociaux encouragent beaucoup cette forme-là, narcissique, hein, je suis heureux, j'ai fait un pâté chinois, j'ai fait un gâteau carotte, la vie est belle, ou bien je chiale, ou bien je deviens haineux, bon. Il y a comme pas de projet, puis je vous entends dans ce que vous venez de dire, de projet collectif. Quelque chose qui ressemble à un projet de société. C'est ce que je dis depuis plusieurs années. Il nous manque un projet de société. Un projet de société, ça ne peut pas être simplement la croissance économique. Un projet de société, ça ne peut pas être juste créer des jobs. Je viens de parler de l'éducation, qui est un immense chantier. Qu'on devrait ouvrir pour plusieurs années et nous dire, bon, voilà, on s'est rénové en éducation, on sait où on s'en va, voici nos programmes, voici nos contenus, voici nos manières. La même chose, en même temps, devrait être faite à partir de zéro, et c'est un immense dossier, c'est l'exploitation forestière au Québec. La façon dont le Québec est une terre à bois. C'est une immense terre à bois. Mais devant une terre à bois, il y a celui qui va rentrer et qui va couper du bois, parce que c'est normal de couper du bois. Il faut en couper, mais ça paraîtra jamais. Ça changera pas le paysage. Il est toujours en train de faire une coupe sélective, puis c'est toujours à petite échelle, puis tout ça. Il y a l'autre à côté, le voisin, qui, lui, a décidé qu'il va raser sa forêt au complet. Il restera rien. Et puis, il va faire... Mais actuellement, sachez qu'au Québec, la forêt ne nous appartient pas. La forêt appartient aux grandes compagnies forestières internationales qui ont une attitude... tu sais, j'en veux pas à la Kruger, à Tembec, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est des grosses compagnies. Ils vont déserter. Si on ne les arrête pas, ce qui veut dire, si on n'arrête pas le ministère des Terres et Forêts, qui est complice, si on ne les arrête pas, ils vont vraiment manger toute la forêt. Puis après ça, on va se regarder et on va dire qu'est-ce qu'on a fait là. C'est ça. Il faut avoir des états généraux aussi sur l'environnement, la forêt, les animaux sauvages. C'est quoi notre rapport aux animaux sauvages? Puis la forêt, c'est pas juste du bois coupé. Oui, c'est ça. Écoutez, je vois le temps qui file, j'en reviens pas, il y a tellement de choses que j'aimerais aborder. Revenons, entre autres, à tous ces points de vue, tous ces petits essais à l'intérieur du livre où, justement, on parle de tout là-dedans. Hein? On a parlé beaucoup de la mémoire, mais on parle aussi de la peur. On parle du méchant. Ça, j'adorais ça, je trouvais ça succulent. Votre rapport au méchant, là, vous, là, vous vous couchez le soir, là, vous essayez de régler le compte à tous les méchants de ce monde. Alors, ça me fait dormir. Oui, ça me fait dormir. Alors, on pense souvent, vous dites, écoutez, on pense comme moi, j'écoute des films très intellectuels, que je prends les meilleurs vins, tout ça. Pas du tout. Moi, j'aime les films d'action où il y a des méchants puis des bons, puis que finalement, le bon l'emporte. Hein? C'est ça, hein? Alors, donc, il y a tout ça. Quand je me couche le soir, je rêve qu'on est en 1936 et que je suis face à face à Adolf Hitler et que j'ai la chance de le tuer. Ce qui évite toute la Deuxième Guerre mondiale. J'aime, je le dis dans le texte, d'ailleurs, un des mes films préférés, c'est un film avec Denzel Washington, c'est The Equalizer.
Et dans ce film-là, c'est extrêmement violent. Notre héros, sans se mettre jamais en danger, va tuer la mafia russe de la ville de Boston en une soirée. Et ça, j'aime ça. Que j'aime ça. Ouais, oh, jouissant, ça. Monsieur Bouchard, peut-être en terminant, dire aussi que vous y abordez un paquet de thèmes à travers ces courts textes fort bien construits, parce que c'est pas facile de faire court. Hein? C'est pas facile de faire court en 1 page et demie, ramasser le thème sur l'amour, le thème sur la mort, le thème sur la passion, le thème sur l'enfance, le thème sur les héros oubliés, tout ça en faisant court. C'est vraiment un tour de force. C'est ma technique depuis toujours. Mon premier livre s'appelait Le moineau domestique, 1990, qui inaugurait la manière. D'ailleurs, mes collègues, comme à Radio-Canada, Jean-Philippe Plot, qui a lu Le moineau domestique, il me dit, mais voyons donc, tout ton œuvre, tous tes livres se trouvent en capsule. En capsule. Tout ce livre annonce ce qui s'en vient. Et j'ai jamais dérogé à cette manière des 60 textes, 75 textes. Ça a suivi avec Badada, L'homme descend de l'ours, Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux, jusqu'au premier succès commercial qui a été C'était tout dans les mammouths laineux. Ça a vraiment bien. Et puis par la suite, ça s'est toujours bien vendu. La Chrysler noire, le camion rouge. Et là, j'en suis rendu à Un café avec Marie. Et c'est toujours la même forme. C'est toujours des petits textes. Empreint de poésie. Vous avez, on en parlait avant l'entretien tout à l'heure, une écriture très poétique, très porteuse, sur l'évocation, les mots, la musique des mots. Est-ce que vous vous êtes découvert ça à travers le temps ou ça vous a toujours habité? Vous écriviez, vous étiez jeune, c'était ça? Ou vous avez développé cette façon d'entrer dans la poésie? Quand j'ai fait Le moineau domestique, j'ai su que j'avais un style. Donc, l'important en littérature, c'est de développer son style, c'est-à-dire d'avoir un style qui est particulier. Mon écriture est très reconnaissable. Si on isolait des phrases, on reconnaît la manière. Donc, il y a eu le style, mais ensuite, il y a eu l'élan sauvage de création. Et puis Marie, lentement, est rentrée dans ma vie. Et puis Marie était une femme de lettres, était une éditrice. Elle-même écrivait. Et elle avait, la folie et la passion des mots et des belles phrases. Elle voulait pas des livres, elle voulait juste une phrase. Juste une belle phrase. Elle mourait, pour un paragraphe, elle mourrait. Puis moi, je réussis ça. Des fois, j'ai des élans, je m'en aperçois même pas, puis je vais avoir un paragraphe, et puis tu regardes ça, puis tu te dis, hey, mon Dieu, c'est beau ça. Et puis, elle aimait ça. Mais c'est elle qui m'a montré. Disons que je suis un écrivain, je dirais pas brouillon, mais sauvage. Et quand j'écris, Marie disait toujours, elle a eu cette expression, je suis... un journaliste avait demandé, qu'est-ce que vous faites avec Serge? C'est quoi votre position exactement? Elle dit, je suis un oiseau-mouche sur le museau d'un ours. C'est-à-dire, Serge écrit comme un ours. Serge écrit, oui, c'est beau. Serge écrit comme un ours. Il laisse toutes sortes de cochonneries, de papier, de copeaux. Puis moi, j'arrive à la fin, puis comme l'oiseau-mouche, et je fais la finesse et je reconnais la beauté. Puis ça m'enlevait rien, moi. Elle me disait, elle savait que que c'était des textes, que c'était mes images, mais elle voulait que ce soit parfait. Et cette idée de l'oiseau-mouche sur le museau d'un ours, c'est une très belle idée qui est restée, mais qui lui appartient à Marie.
Ah oui, mais là, écoutez, elle vous a accompagné, elle vous a porté aussi avec ce livre-là. Ça vous a permis aussi de la retrouver en faisant ce livre-là, Serge Bouchard. Est-ce que vous êtes toujours avec Oui, moi? oui, Est-ce que vous ben êtes oui. toujours avec... OK, j'avais comme perdu l'image. Tout d'un coup, j'ai dit, mon Dieu, il m'a quitté. Il est déjà parti. Mon Non, non, ours! non, non. Non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. OK. Serge Bouchard, c'est un livre qui est rempli d'amour aussi, qui montre l'amoureux, qui montre aussi toute la création. Vous en avez touché un mot il y a quelques instants sur la création, sur la distinction aussi à faire. J'ai bien aimé les parties parce que cette partie, une partie que j'ai beaucoup aimée, entre autres, c'est Je est un autre, qui vient d'Arthur Rimbaud. Apprendre, Oui, justement, que quand on écrit en je, c'est pas la personne, c'est pas Serge Bouchard, c'est la création, c'est ce qui se cache derrière, l'imaginaire. Vous avez oui, fait oui, oui. vous avez fait beaucoup de constats dans ce livre-là. Et je pense que la forme courte permet aussi que nous, comme lecteurs, lectrices, on ressorte de cette lecture avec un grand espace pour réfléchir davantage. Alors, merci beaucoup, Serge Bouchard, pour ces réflexions, ce livre, ces courts passages, toute la délicatesse du sentiment aussi envers Marie. Le premier texte, très beau texte. On prend un café avec vous, on voit toute la complicité, tout l'amour aussi. Le dernier texte aussi qui relate finalement votre rencontre et ce qui l'a conduit au décès. Je suis toujours très ému quand je relis ce texte-là. Alors, je vous remercie pour ce que vous nous offrez. Merci. Puis, savez-vous, Mer- oui, mer- allez-y, oui. Merci encore une fois, je suis un enfant gâté. Je suis très, très bien traité. Merci de vous intéresser. Et c'est vrai que c'est un livre, ce livre est vraiment, dans certaines de ses parties, c'est une immense lettre d'amour. Et je Ouais. suis toujours en amour avec Marie, puis si je pouvais l'attraper par le chignon, je la ramènerais dans la maison. Ah, ouais. Oui. Mais elle est Et, là. On le sait qu'elle est là. Elle est à travers ce livre, comme vous dites, tous ces textes que vous avez retravaillés avec elle, entre autres, et ces deux textes d'intro et celui de la conclusion, qui nous permet aussi d'avoir fait ce beau parcours-là avec vous deux, ensemble. Et Serge, j'aurais envie de vous dire en terminant vraiment, là, euh, j'aime bien la poète, écrivaine Hélène Dorion, qui a ah écrit un oui, livre qui s'appelait Pas même le bruit d'un fleuve. Et il y a une phrase avec laquelle je suis restée en lisant votre livre. C'est drôle, j'ai fait le lien avec vous. Elle dit, et si la poésie nous sauvait des naufrages? Et je me suis dit, dans le deuil que vous vivez, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'écriture pour vous, si l'écriture, en fait, la poésie, la littérature peut nous sauver de tout ça. Est-ce que c'est possible d'envisager ça de cette façon-là? Est-ce que ça a un écho quand je vous dis ça? ben, je dirais que les poètes ont des prémonitions. Et une de la prémonition actuellement, c'est dans la douleur et dans la crise de l'inculture euh, que nous vivons. Ce qui va nous sauver, c'est la poésie, c'est l'amour, c'est la beauté. Ce qui va nous sauver, c'est la poésie, l'amour et la beauté. Et moi, je crois tout à fait Hélène Dorion dans cette phrase. Serge Bouchard, un immense plaisir d'avoir jasé avec vous. Merci. Je vous souhaite tellement de beaux moments, puis je vous souhaite beaucoup de douceur autour de vous, puis d'apaisement. Je vous souhaite le meilleur. C'est ce que je cherche et c'est ce que je vais trouver. Sûrement que je vais trouver la paix et la tranquillité et pouvoir penser à Marie doucement et tranquillement. Oui. Alors, merci infiniment. Et je rappelle aux gens que le livre s'intitule Un café avec Marie de Serge Bouchard et c'est publié aux éditions Boréal. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir été là avec nous. Merci Serge Bouchard. Pour les gens qui veulent se procurer le livre, c'est possible de le faire avec la visite virtuelle. Puis moi, ben, je vous dis à une prochaine. Et je suis en train d'oublier quelque chose. J'oublie toujours quelque chose dans mes finales.
Vous sortez un livre bientôt, vous? Ça va s'appeler attends une minute. Du diesel dans les veines, la saga des camionneurs. Alors, ça Oui, sort oui. tout bientôt, là. Ouais, hein? On va Oui, lire ça. oui, c'est un peu collé, mais c'est aux éditions Luxe. C'est ma thèse de doctorat que j'ai écrite en 1980 et que j'ai cachée depuis 40 ans, de peur de la publier. Mais Marc Fortier, aux éditions de Luxe, a réécrit le tout et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Du diesel dans les veines. Les camionneurs du Nord en 1970-80. Donc, parlant de mémoire, c'est un livre d'histoire, finalement. C'est un beau livre de l'ancien temps. Des camionneurs qui n'existent plus, mais qui ont fait la route de la baie James dans la folie du transport de 1970 à 1980. Oui, j'ai bien hâte de voir la réaction. Le livre va paraître très bientôt, la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte de le lire. Vraiment hâte de le lire parce que je le sais que ça fait partie de vos passions. Et même votre fille et votre femme, vous avez rapporté des photos de camionneurs quand elles étaient allées dans l'Ouest canadien. Hein? Oui. C'est ça? Oui, Ah oui, vous aimez ça oui, beaucoup. c'est vrai. Alors, Oui. j'ai très, très hâte de lire ça. J'ai vraiment hâte. Alors, merci beaucoup. Beau samedi à vous. Bonne fête Salon du Livre et puis au plaisir de rejaser ensemble. Merci beaucoup, Patricia Powers. Bye.